classiquement, les myopathies inflammatoires idiopathiques sont définies comme des maladies chroniques qui vont associer une myosite, une biopsie musculaire positive qui retrouve des signes d'inflammation ou de nécrose et la présence d'auto-anticorps chez environ 70% des patients. Mais vous allez voir que cette définition est un petit peu dépassée. Ce sont des maladies qu'on va retrouver essentiellement chez l'adulte, mais il faut savoir que les formes juvéniles peuvent exister, surtout dans la dermatomyosite. Et ça atteint plus la femme que l'homme. Nous avons un sexe ratio de 2 à 3 femmes pour un homme. Ce sont des maladies qui regroupent, en fait, c'est un groupe de maladies qui vont regrouper la myosite de chevauchement, la dermatomyosite, la myopathie nécrosante auto-immune et la myosite à inclusion. Ce sont des maladies qui sont hétérogènes sur le plan clinique, anatomopathologique et sur le plan auto-anticorps. Sur le plan clinique, de façon générale, ces maladies vont présenter une atteinte musculaire. Nous aurons une myasthénie, une myalgie. C'est une atteinte musculaire qui est symétrique et proximale, c'est-à-dire que ça va atteindre les muscles de la ceinture, ça va être les épaules et le bassin. Mais attention, cette atteinte musculaire n'est pas constante, on ne l'a pas tout le temps. On peut avoir des formes qui sont hypomyopathiques avec très peu d'atteinte musculaire ou carrément amyopathiques sans aucune atteinte musculaire. Et on peut avoir à côté aussi des signes qui sont systémiques. Il s'agit essentiellement de l'atteinte pulmonaire, donc une pneumopathie interstitielle diffuse, une atteinte articulaire avec arthrite et arthralgie, le syndrome des Raynaud, le fameux signe de main de mécanicien quand on a un syndrome d'antisynthétase, etc. Donc c'est le cas pour la myosite de chevauchement, la myosite à inclusion, la myopathie nécrosante auto-immune et la dermatomyosite. Sauf que pour la dermatomyosite, nous avons également des lésions cutanées. Ces lésions peuvent être typiques et pathognomoniques de la dermatomyosite, surtout quand il s'agit de ce qu'on appelle les papules de Gottron et quand on a aussi l'érythème périorbitaire autour des yeux. Comme on peut avoir également des lésions cutanées qui sont atypiques, et là, la confusion peut se faire avec le lupus érythémateux systémique, au cours duquel on peut avoir également des lésions cutanées. Alors, il y a un point très important à savoir sur la myosite de chevauchement. La myosite de chevauchement, autrefois, on l'appelait polymyosite. Depuis la dernière classification, ça a changé. Actuellement, on parle de polymyosite uniquement si on a une myosite pure, sans atteinte systémique et sans présence d'auto-anticorps. Dès lors que nous avons des signes systémiques et des auto-anticorps, nous sommes dans la myosite de chevauchement. Donc, on définit la myosite de chevauchement par l'association de la myosite. Mais attention, quand je vous l'ai dit, on peut avoir des formes amyopathiques, des signes systémiques, ce que j'avais cité tout à l'heure, et la présence d'auto-anticorps. Mais il ne s'agit pas de n'importe quels anticorps, il va s'agir des anticorps antisynthétase et de certains auto-anticorps bien définis des connectivites. Lorsqu'on a les trois éléments, nous sommes dans la myosite de chevauchement. Et lorsque le tableau clinique est plus ou moins complet avec les mains de mécaniciens, etc., et lorsqu'on a des anticorps antisynthétase, on va être dans une forme particulière de la myosite de chevauchement et ça va s'appeler le syndrome des antisynthétases. Le syndrome des antisynthétases fait partie de la myosite de chevauchement. On arrive maintenant au vif du sujet, à savoir les auto-anticorps qu'on peut retrouver au cours des myopathies. On peut avoir deux types d'auto-anticorps. Premièrement, les auto-anticorps spécifiques des myopathies, c'est-à-dire qu'on ne va pas les retrouver en dehors des myopathies, et on peut avoir également des auto-anticorps non spécifiques qu'on peut retrouver en dehors des myopathies, essentiellement au cours des autres connectivites. Alors, les auto-anticorps spécifiques, il y en a qui sont spécifiques, en fait, on en a pour les 4 pathologies. On va commencer avec les anticorps spécifiques de la myosite de chevauchement et du syndrome des antisynthétases. Vous l'aurez deviné, ici, il s'agit des anticorps anti-ARNT synthétase. Donc, ce sont des auto-anticorps qui sont dirigés contre une enzyme qui est au niveau du cytoplasme, on le voit ici. En fait, l'enzyme s'appelle exactement anticorps. En fait, il s'agit d'anticorps qui sont dirigés contre les aminoacides ARNT synthétase. Qu'est-ce que c'est? C'est cette petite protéine qui est là. C'est une enzyme qui va en fait prendre un acide aminé bien défini et le coller à son ARNT pour ensuite introduire cet acide aminé dans la traduction pour qu'il y ait la formation du polypeptide. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle anticorps anti-ARNT synthétase ou anti-aminoacide synthétase et nous avons plusieurs
ARNT synthétase. Donc, pour chaque acide aminé, nous avons un ARNT synthétase qui est bien défini. Par exemple, l'ARNT synthétase qui s'occupe de coller l'histidine à son ARNT va s'appeler histidyl ARNT synthétase. Nous avons le threonine ARNT synthétase, etc. Donc, les auto-anticorps vont cibler ces enzymes. Par exemple, l'anti-GO1 va cibler l'histidyl ARNT synthétase. Le PL7 va cibler le threonyle ARNT synthétase, etc. Vous avez dans ce tableau tous les anticorps anti-ARNT synthétase qui ont été découverts à ce jour avec la cible. L'aspect, vous voyez que l'aspect c'est un cytoplasmique fin, tout simplement parce que la cible se situe au niveau du cytoplasme. Et vous avez l'atteinte clinique, vous allez remarquer que parfois nous n'avons pas d'atteinte musculaire, surtout pour l'anti-PL7, PL12, OJ et KS. Ce sont des formes parfois amyopathiques avec une atteinte pulmonaire qui peut être sévère. Donc, encore une fois, myopathie n'est pas égale atteinte musculaire forcément. On peut avoir uniquement l'atteinte pulmonaire, donc il faut faire très attention avec ce genre de patient. Donc, voici ce qu'on va obtenir par IFI sur cellule F2. Donc, ce sont de très belles fluorescences. Le l'anti-PL7, ça c'est une fluorescence que j'ai eue, ça c'est un patient que j'ai eu il y a quelques mois. C'était une patiente qui avait uniquement une atteinte pulmonaire. Elle était adressée par un pneumo parce qu'il pensait que c'était une connectivite. Et grâce à cet aspect, on a pu orienter le médecin, on a demandé à ce qu'il lance les anticorps spécifiques des myopathies et on a eu un anticorps anti-PL7. On passe maintenant aux auto-anticorps qu'on retrouve au cours de la dermatomyosite. Ils sont en nombre de 5. Donc, ce sont des anticorps qui vont cibler des antigènes présents dans le cytoplasme ou dans le noyau, dans le nucléoplasme. Alors, on commence avec l'anti-MDR5 qui va cibler un récepteur au niveau du cytoplasme. Les immunos connaissent bien ce récepteur. Donc, on aura forcément une fluorescence qui est cytoplasmique. C'est une fluorescence qui est un petit peu difficile à lire parce qu'elle n'est pas très très forte, elle n'est pas intense et on la retrouve sur uniquement quelques cellules dans le frottis. Donc, c'est un petit peu compliqué à lire. Sur le plan clinique, l'anti-MDR5, il est connu d'être associé à des formes hypomyopathiques ou amyopathiques et surtout, on a une atteinte pulmonaire qui peut être très sévère. On dit qu'elle est rapidement progressive, PID-RP. Donc là, le pronostic vital peut être engagé. Nous avons également l'anti-NXP2 qui va cibler une protéine au niveau du noyau. Nous aurons donc une fluorescence qui est soit moucheté, ça c'est un anticorps que j'ai eu la semaine dernière, donc c'est un très bel aspect que j'ai pris en photo. Et on peut avoir également l'aspect MND, donc AC4 ou AC6. Donc l'anticorps anti-NXP2 sur le plan clinique, il va être associé à la survenue de cancer chez l'adulte. Parce qu'on peut avoir aussi l'anti-NXP2 chez l'enfant. Les formes juvéniles sont nombreuses avec l'anti-NXP2. Nous avons l'anti-SAE également, qui va nous donner aussi une fluorescence cytoplasmique AC4 ou AC5. Sur le plan clinique, on aura une forme qui est plus ou moins classique. Néanmoins, on peut avoir une atteinte cutanée qui est sévère. Il y a aussi l'anti-TIF1 gamma qui va cibler une protéine au niveau du noyau. On aura une fluorescence moucheté, là aussi, AC4. Sur le plan clinique, le TIF1 gamma est aussi associé au cancer, surtout quand il s'agit de l'isotype IgG2. Et nous aurons des formes, là aussi, comme pour l'anti-MDA5, des formes hypomyopathiques ou parfois amyopathiques. Il faut faire très attention avec cet anticorps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tests qui le recherchent manquent de sensibilité et de spécificité. Donc, on peut avoir de faux négatifs, mais on peut avoir aussi de faux positifs. Surtout avec, il peut y avoir des réactions croisées avec l'anti-CEMP A. L'anti-CEMP-A. C'est-à-dire que si j'ai un patient chez qui je retrouve l'anticentromère, il y a un aspect centromérique, je fais l'identification, je trouve qu'il a le CEMP-A et qu'à côté, il y a le TIF1 gamma qui est positif, il faut faire très attention, il se peut que ce soit un faux positif, je parle du TIF1 gamma, par réaction croisée. Cinquième auto-anticorps de la dermatomyosite, c'est l'anti-MI2. L'anti-MI2, il va cibler une protéine qui est dans le noyau également. Donc, on a deux isoformes, l'anti-MI2 alpha et MI2 bêta. Il faut savoir que le alpha est un peu plus spécifique, la valeur prédictive positive est meilleure que pour le bêta. Donc, c'est un anticorps qui va nous donner un moucheté, mais c'est un moucheté un peu particulier. J'ai mis un point d'interrogation, on va revenir là-dessus. Sur le plan clinique, ce sont des formes qui évoluent bien, il y a une bonne réponse au traitement, mais on peut avoir une atteinte cutanée qui est sévère. On va revenir à l'aspect de tout à l'heure. Alors, qui peut me dire ce que c'est? C'est un? Il faut dire... alors, c'est un moucheté. Tout le monde est d'accord? Moucheté, homogène, centromère.
Alors, dites-moi, c'est un? J'entends rien. C'est un? J'ai entendu moucheté. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? On s'arrête sur le moucheté. Vous hésitez. En fait, il s'agit d'un moucheté très fin au niveau des cellules au repos. Donc, en interface, on a un moucheté qui est très très fin. Pour ce qui est des cellules en division, nous aurons quelques cellules en division où la chromatine est éteinte, il n'y a pas de fluorescence, comme dans le moucheté. Et nous aurons, donc généralement, là où ça ressemble au moucheté, c'est de la métaphase. Et nous aurons d'autres cellules en division où nous verrons la chromatine qui est fluorescente. Généralement, il s'agit de la télophase. Donc, c'est un aspect assez particulier. Je vais vous montrer d'autres images. Voilà. Donc, ça a été décrit par plusieurs auteurs. On appelle cet aspect particulier ACX. Donc, ça a été noté et il y a eu des propositions pour l'introduire dans la codification de l'ICAP et de l'appeler AC31. Donc, c'est un aspect qui doit faire penser à l'anti-MI2, mais attention, il n'est pas spécifique. Il y a d'autres auto-anticorps qui peuvent donner cet aspect également, mais c'est un indice qui peut nous faire penser qui peut nous orienter à rechercher un anticorps anti-MI2. Donc, vous l'aurez remarqué, les anticorps spécifiques de la dermatomyosite permettent de tracer ou de dresser des profils cliniques. Alors, on va récapituler tout ça. Quand on a un anticorps anti-MI2 ou anti-SAE, on est plus ou moins face à une forme qui est classique. Quand on a des anticorps anti-MDA5, nous avons des formes qui sont hypo- ou amyopathiques, associées à des signes systémiques très importants. Lapide, syndrome de Raynaud, atteinte articulaire. Quand on a un anticorps anti-TIF1-gamma, nous sommes face à une forme qui est hypo- ou amyopathique et nous avons surtout la survenue de cancers. Nous avons beaucoup de cancers. Quand on est face à l'anti-NXP2, nous avons une atteinte multiviscérale, mais nous avons surtout des cancers chez l'adulte. Alors, on passe maintenant aux auto-anticorps qu'on retrouve au cours de la myopathie nécrosante auto-immune. Au cours de cette maladie, on peut avoir deux auto-anticorps. Nous avons l'anti-SRP et l'anti-HMG-CoAR. Les deux auto-anticorps vont nous donner une fluorescence cytoplasmique à l'IFI sur cellule F2. Alors, la fluorescence qu'on a avec l'anti-HMG-CoAR, elle est un petit peu difficile, elle ressemble à celle de l'anti-MDA5. C'est un cytoplasmique qui est plutôt faible et qu'on ne retrouve pas sur toutes les cellules. Par contre, ça, je vous montre une image que j'ai eue il y a quelques temps. Ça, c'est une photo que j'avais prise. Donc, vous voyez que c'est très facile à lire, qu'on a une fluorescence cytoplasmique qui est belle et tout. D'accord? Alors, les formes qu'on a avec l'anti-SRP, ce sont des formes qui sont associées aux atteintes systémiques, œsophagiennes, pulmonaires, et c'est des formes plutôt sévères. Souvent, on a recours au rituximab pour traiter les patients. L'anti-HMG-CoAR, par contre, c'est une forme un peu plus correcte, on va dire, un peu moins méchante, pardon. Il s'agit d'une myosite pure qui a accompagné des enzymes CRP qui sont très élevées. Il y a une association au cancer également. Et il faut savoir que les 2/3 des anticorps anti-HMG-CoAR sont induits par la prise de statine. Je vous rappelle que la cible de l'anti-HMG-CoAR, c'est une enzyme qui intervient dans le métabolisme du cholestérol et qui est ciblée par les statines. On passe à la dernière myopathie qui est la myosite à inclusion. Alors, il y a un souci avec la myosite à inclusion, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un anticorps qui est très spécifique. Nous avons néanmoins cet anticorps qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, mais ce n'est pas très récent non plus. C'est l'anti-CN1A qu'on retrouve chez 30 à 70% des patients. Sa spécificité est controversée, d'autant plus qu'il est retrouvé au cours d'autres maladies telles que le lupus et le Sjögren. Alors, tous les anticorps qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce sont des anticorps spécifiques et pas mal d'entre eux ont été introduits dans les critères de classification qui sont également utilisés pour le diagnostic des myopathies inflammatoires idiopathiques. Alors, on arrive aux auto-anticorps associés aux myopathies. Donc, à côté des anticorps spécifiques aux myopathies, nous avons également des anticorps qui sont associés. Ils ne sont pas spécifiques, mais ils sont retrouvés au cours des myopathies, mais aussi au cours des autres connectivites. Il s'agit notamment de l'anti-PMSCLE et de l'anti-KU qui sont associés à l'atteinte musculaire. C'est-à-dire que ces deux anticorps, je peux les retrouver au cours des connectivites et aussi au cours des myopathies. Et quand on les a, généralement, j'ai une atteinte musculaire qui est associée. Nous avons l'anti-ROCK2 qui n'est pas du tout spécifique, on peut le retrouver même en dehors des connectivites. Par contre, quand on l'a au cours des myopathies, nous avons une forme qui est sévère. Donc, c'est un marqueur de sévérité. Nous avons aussi l'anti-RO60 que tout le monde connaît, appelé, qui le connaît?
C'est l'anti-SSA, très bien. Et nous avons l'anti-U1-RMP qui, généralement, ce n'est pas une règle stricte, mais je dis bien généralement, il signe les chevauchements. Donc on l'a souvent quand on a une association de connectivité. Donc ces anticorps non spécifiques se joignent aux anticorps spécifiques et forment, si vous voulez, la famille des auto-anticorps qu'on peut retrouver au cours des myopathies. Donc ce sont tous les anticorps qu'on peut retrouver au cours des myopathies. Alors, on a vu les anticorps, on sait qu'est-ce qu'on peut retrouver au cours des myopathies. Maintenant, comment est-ce qu'on peut rechercher ces anticorps? Quand on a une suspicion de myopathie inflammatoire idiopathique, il faut lancer 2 paramètres simultanément. Donc, la recherche des anticorps antinucléaires par la technique IFI sur cellules HEP2 et la recherche des anticorps spécifiques des myopathies. Là, il y a plusieurs techniques, mais la technique la plus pratique, et elle est disponible en Algérie, c'est l'immunodote. Donc, c'est ce que recommande l'ENMC. L'ENMC, c'est le Centre européen neuromusculaire. Donc, il a sorti cet article en 2022 où il donne des recommandations à suivre pour la démarche au laboratoire quand on suspecte une myopathie inflammatoire. Il recommande notamment de rechercher les 2 paramètres, c'est-à-dire les FAN par IFI sur cellule HEP2 et les anticorps spécifiques des myopathies chez les populations ou dans les situations suivantes. Alors d'abord, chez les patients qui présentent une symptomatologie typique de myopathie. Chez les patients qui présentent une myosite mais qui est séronégatif, il ne faut pas classer directement polymyosite, il faut d'abord vérifier qu'il n'y a réellement aucun auto-anticorps spécifique. Chez les patients qui présentent des arthrites mais qui sont négatifs pour les marqueurs de l'APR, anti-CCP et facteurs rhumatoïdes, et chez les patients qui présentent, encore une fois, une pneumopathie interstitielle diffuse, vous voyez que cette pneumopathie, elle revient à chaque fois. Donc, chez les patients qui présentent une pneumopathie interstitielle diffuse, isolée, avec des critères d'auto-immunité, c'est un truc un peu particulier qui s'appelle l'IPAF. Alors ça, c'est un exemple d'immunodote qu'on peut utiliser. Donc c'est un immunodote qui comporte des anticorps spécifiques de myopathie. Il est assez complet, il comporte pas mal d'anticorps et on a quelques anticorps non spécifiques également. Alors, dans ce tableau, j'ai résumé les derniers patients que j'ai eus au laboratoire et qui ont des anticorps spécifiques pour les myopathies. Donc en colonne orange ici, vous voyez, c'est la cible des auto-anticorps. Vous avez le titre, vous avez le taux de l'anascrinique. Donc pour ces patients, j'ai lancé et l'anascrinique et l'IFI sur cellule HEP2. Donc en vert, c'est l'IFI, c'est le résultat de l'IFI sur cellule HEP2. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais pour pratiquement tous les patients, l'anascrinique est négatif. Sauf pour 2 patients. Pourquoi, à votre avis? Parce que la cible est le JO1 et que le cocktail qu'on a utilisé pour l'anascreening comporte le JO1. Donc il faut faire très attention, l'anascreening de façon générale ne détecte pas les anticorps des myopathies en dehors de celui qui est dans le mélange, c'est-à-dire le JO1. Et pourtant c'est un anascreening qui contient un extrait nucléaire de cellules HEP2. Donc il faut faire très attention quand on utilise l'anascreening. Par contre, c'est positif dans l'IFI, à part pour le 2e patient qui a l'anticorps anti-CN1A et l'anti-PM-SCLE. Donc c'est positif, vous voyez qu'on a des titres faibles, des titres forts, c'est assez corrélé avec le titre de l'auto-anticorps. Donc il faut faire encore une fois très attention à la technique qu'on utilise pour détecter ces patients. Vous pouvez me dire, oui, mais de toute façon, le médecin il va nous demander la recherche des anticorps spécifiques des myopathies, donc on va utiliser un immunodote. Mais pas tout le temps, parce que parfois, vous l'avez vu, parfois il n'y a pas l'atteinte musculaire. Donc le médecin ne pense pas aux myopathies. Et c'est là qu'on joue un rôle très important. En lançant la bande technique, on voit qu'il y a une fluorescence cytoplasmique, on ne retrouve pas de cible. On voit qu'il y a un moucheté qui est très beau, comme le NXP2 que je vous ai montré, je l'ai eu la semaine dernière, et on ne trouve pas de cible à côté. Et c'est là qu'on fait attention, on revient chez le médecin, on demande il a été envoyé par un pneumo, c'est peut-être une lupide, etc. Donc on a un rôle très important à jouer au laboratoire. Alors, je vais terminer avec cette image c'est un schéma que j'ai fait et que j'aime bien. Donc, il regroupe les auto-anticorps qu'on retrouve au cours des myopathies. Donc, vous voyez que au cours des connectivites, vous voyez que les myopathies sont là avec les différents groupes. Vous voyez que les anticorps spécifiques sont là, les anticorps associés sont là et là. Donc, le CN1, j'ai du mal à le prononcer, il est là. Donc pourquoi? Parce qu'on le retrouve également au cours du Sjögren. Alors pour terminer,
on va retenir l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que les anticorps spécifiques de myopathie sont très importants. Ils ont un grand intérêt diagnostique et pronostic. Et encore une fois, ils permettent d'avoir des profils cliniques qui sont bien définis. Quand on a l'anti-MDA5, le médecin doit faire attention. Il peut y avoir une atteinte pulmonaire qui est sévère. Quand il y a l'NXP de type 1 gamma, il faut faire attention, il y a l'association au cancer. Donc les profils cliniques sont bien tracés et définis. L'IFI sur cellule HEP2 trouve tout son intérêt dans ce type de pathologie, donc on n'oublie pas, allez, c'est toujours d'actualité. L'IFI sur cellule HEP2 est très importante. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il existe les formes amyopathiques ou hypomyopathiques. D'accord ? Donc, quand le patient arrive au laboratoire, il ne vient pas forcément avec une suspicion de myopathie. Alors, il y a plusieurs défis à relever en Algérie. Tout d'abord, il faut qu'on utilise la bonne démarche. Il faut harmoniser nos démarches. Il faut utiliser la bonne démarche avec les bonnes techniques. Et il est très important de réaliser des études multicentriques avec des sérothèques très importantes qui comportent même les anticorps rares. Pourquoi ? D'abord, pour définir les caractéristiques de la population algérienne atteinte de myopathie inflammatoire et aussi pour pouvoir tester la performance des différents tests qui sont commercialisés en Algérie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Mellel, pour cette présentation très didactique.